Bonsoir, bonsoir, bonsoir pour ceux qui se connectent, qu'ils me signalent leur présence. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On va commencer, partager la vidéo. Cette fois-ci, je vais prendre Madame Balé Pulchéry sur, sur WhatsApp. Bonsoir à tous. Partagez la vidéo. Et comme je viens de le dire, nous allons aller direct avec Madame Pulchéry Balé, coordonnatrice générale de l'ARDH. Et donc, nous avions eu beaucoup de problèmes tout à l'heure et nous l'aurons. Et je pense que nous sommes en direct. Bonsoir, Madame Pulchérik Balé. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. Désolé encore une fois de plus parce que la technique est dedans. Nous avions eu tous les problèmes pour Oui, vous avoir et donc nous sommes bien obligés oui. de passer par le canal du téléphone, donc WhatsApp. Et donc, je remercie tous les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent pour cette émission. Vous n'êtes plus à présenter, mais néanmoins, nous allons vous présenter au grand public qui nous suit. Mais avant, je demande aux uns aux autres de partager cette vidéo afin d'avoir un maximum de connectés et de comprendre vos actions, surtout connaître votre organisation. Et donc, Mhm. je vous laisse vous présenter au public connecté actuellement sur le direct de l'entretien du jour sur Eberné News TV. Donc, Madame Magbalé, comment vous pouvez vous présenter à nos Facebookers? Bonjour, chers Facebookers. Je suis Pulchéry Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également coordonnatrice de Action pour la restauration de la dignité humaine ARDH. Ok, bonsoir Madame encore. Et Bonsoir. sûrement on aura des questions des Facebookers, des flyers qui nous suivent et envers pour vous et vous serez amené à répondre. Et donc il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, vous avez projeté une marche. À quoi obéissait Mhm. cette marche-là, Madame Pichéry Bali? Il faut dire que l'ARDH regroupe plusieurs associations de victimes, victimes d'abus ou d'injustices diverses. Et toutes ces victimes ont entrepris à leur niveau des démarches auprès des autorités compétentes pour que leurs droits soient restaurés. Mais elles se sont butées à un mépris de la part des autorités et c'est ce qui a fait que nous nous sommes mis ensemble pour lutter, pour être plus forts. Donc, Ok. étant entendu que les autorités ne prêtent aucune attention à toutes ces victimes, il était question de nous faire entendre autrement. Parce qu'on avait déjà organisé un meeting de lancement le 6 octobre. On a écrit à toutes ces autorités-là et on n'a rien obtenu. Et donc, cette marche, c'était pour nous faire entendre. D'accord. On vous a vu dans plusieurs, auprès de plusieurs citoyens ivoiriens qui des Hum. fois étaient, je ne vais pas utiliser le mot abusés, ont été lésés, ont, Lésés, ont oui, été lésés, bafoués dans le droit. bafoués de leurs droits. On va parler de la Oui. famille Boadi, c'est ça? Ou je me trompe? Celle Quoi, de la famille dit? Oui, Bondy. Et on va parler des quartiers Sikoji, Habitat colonial, des maisons coloniales et de bien d'autres actions que vous avez menées. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est exactement de toutes vos actions, toutes ces actions qui ont été menées? Est-ce que ce sont ces actions-là aujourd'hui qui vous ont amené à vous déterminer de la sorte? Oui, bien sûr. Vous avez cité des cas. Il y en a plusieurs, mais les cas les plus désastreux actuellement concernent les déguerpis. Parce D'accord. que ce sont des populations qui ont été, dont les logements ont été détruits sans mise en demeure, sans aucune prise en charge.
Et aujourd'hui, les autorités ne se soucient aucunement de comment ces populations-là vivent. Et ce sont des déguerpissements qui ont eu lieu en pleine saison pluvieuse. Pour le cas du quartier abattoir, c'était même le premier jour des écrits du bac. Vous imaginez que les enfants doivent aller composer et à 4 heures du matin, une trentaine de cargos et des loupards qui viennent pour les agresser. C'est vraiment déplorable. On n'a jamais vu dans aucun pays que des populations s'installent comme ça dans des cimetières, dans des salles de classe. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Et jusqu'aujourd'hui, les autorités ne peuvent pas le petit doigt, pas même le ministère de la Solidarité. Il fallait donc que, avant la fin de l'année, pendant que les gens songent aux fêtes de fin d'année, ces familles-là n'y auront pas droit parce que beaucoup ont tout perdu. Et donc, il était question de manifester notre mécontentement avant que les fêtes de fin d'année ne se fassent. Malheureusement, comme on n'est pas dans un état de droit, on nous a refusé ce droit constitutionnel. Dites-moi, cette marche de protestation, à, à savoir, est-ce que ça a été associé avec ces différents citoyens qui ont été tant bien que mal lésés de leurs droits? Ce sont elles-mêmes qui ont réclamé la marche. Vous savez, à l'AEDH, on décide tout de façon démocratique. Ce sont les victimes elles-mêmes qui ont réclamé la marche. Donc, ces victimes-là font partie de l'AEDH? Oui, l'AEDH est composée de deux types d'organisations. Oui. Les organisations qui défendent les droits de l'homme et les groupes de victimes même. Actuellement, nous en avons une quinzaine. J'ai bien envie de vous poser cette question-là. On vous a vu auprès de la Forci avec toute une année, avec multitudes, je veux dire, manifestations. Vous vous êtes déplacé, aller jusqu'au Ghana et vous avez proposé au gouvernement une loi d'amnistie. Je crois que ce qui a été fait par le président de la République, aujourd'hui, on vous voit. C'est pas tout à fait ce qu'on a demandé, hein. D'accord, mais nous allons arriver. Et on vous voit aujourd'hui aux côtés des habitants des Ivoiriens. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait courir Madame Pulchéri Balé? Ce sont les problèmes des Ivoiriens et rien d'autre. Le Forci a été créé parce que nous avons estimé que la société civile ne prenait pas suffisamment part au débat politique. Quand on est société civile, on a aussi sa place dans le débat politique. Dans une nation normale, nous avons trois composantes. On a la classe dirigeante, on a l'opposition et puis on a la société civile. Donc, il n'était pas normal que la société civile soit muette sur certains sujets, alors que quand il y a la guerre, c'est le peuple qui perd, c'est le peuple qui paye le plus lourd tribut. Donc, en 2017, lorsque nous avons constaté que malgré les conditions, l'opposition a affirmé qu'elle participerait aux élections de 2020. On a vu aussi que les tenants du pouvoir n'avaient que 2020 en bouche. On s'est dit, mais ce n'est pas sérieux. Les conditions pour que les élections aient lieu en 2020 ne sont pas réunies. Ce n'est pas normal qu'on laisse encore une fois les politiciens décider pour nous envoyer encore à l'abattoir. Il fallait qu'on réagisse parce que la réconciliation n'est pas effective en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas de dialogue politique. Le pouvoir en place ne discute pas avec la vraie opposition. D'accord. Les partis sont divisés. Là même, la coalition au pouvoir vient d'exploser aux yeux au sud de tous. Donc, la situation est grave. En 2010, là même où il y a eu la guerre, on avait deux blocs. Aujourd'hui, là, on a une multitude de blocs. Ça veut dire que si on organise les élections dans ces conditions-là, on ne peut qu'avoir une seconde crise post-électorale. Parce que les problèmes sont plus nombreux. Les politiciens sont plus que jamais divisés. Il y a les problèmes qui ont engendré la guerre qu'on n'a pas résolus. Il y a les problèmes que la guerre a engendrés et qui sont pendants. Et puis, il y a les problèmes même de la gouvernance actuelle. Ça fait beaucoup trop pour qu'on accepte d'aller à des élections dans ces conditions-là. Donc, nous nous sommes levés pour dire qu'il faut que la réconciliation ne soit plus qu'un slogan, mais que ce soit une réalité. Mais comme on ne peut pas obliger les politiciens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, nous sommes allés vers le peuple pour leur demander comment eux y voient la réconciliation. C'est à travers les réponses des uns et des autres que nous avons proposé la loi d'amnistie.
Malheureusement, le président n'a pas pris une amnistie générale, ce qui aurait été meilleur pour que la réconciliation soit effective. Nous avons aussi élaboré un projet de loi sur la réconciliation et nous avons écrit un plaidoyer pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, dans lequel nous avons proposé une assemblée constituante avant d'organiser des élections. Et donc, c'est après tout ça, nous nous sommes rendus compte que pendant que nous travaillions sur la réconciliation, les cas d'injustice chancelaient. On s'est dit, mais il y a des organisations de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, pourquoi toutes ces injustices sans qu'on ne fasse rien? Donc, nous sommes allés vers toutes ces victimes-là pour leur dire que leurs problèmes sont réels, mais ce n'est pas normal qu'on les méprise. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour être fort, pour lutter. Parce qu'apparemment, le pouvoir ne comprend que le langage de la force. Nous, on n'a pas d'armes. Vous avez vu avant-hier, là, les militaires ont protesté un peu seulement. Le lendemain, on les a payés. Mais nous, comme on n'a pas d'armes, on n'a que la parole, on ne se préoccupe pas de nous. Mais il fallait qu'on fasse un peu de bruit. Et c'est ce qu'on voulait faire avec la marche. Mais malheureusement, on n'a pas autorisé cela. Okay. Donc, voilà un peu comment on est passé du FORCI à l'ARDH. Sinon, le FORCI existe toujours. Ok, nous allons revenir aux actions de l'AEDH. Oui. Vous êtes une femme, je vous Oui. connais, vous êtes vraiment très battante et depuis un certain moment, on ne voit que Pulchéry ici, on ne voit que Pulchéry de l'autre côté. Et avant vous, nous avions connu Samba David, lui aussi, qui avait porté le flambeau de la contestation sociale. Où a été arrêté, incarcéré, torturé. Aujourd'hui, il en souffre de torture. Est-ce que vous, Madame Pulchéry Balé, vous ne craignez pas pour votre vie? Si nous voulons craindre pour notre vie, nous n'allons jamais rien faire. C'est d'ailleurs sur ça que le pouvoir compte pour continuer à nous oppresser. Il faut bien qu'on se lève. Si on ne dit rien, dans tous les cas, on va mourir. Autant s'exprimer et mourir peut-être plutôt que de ne rien dire. D'être complice de tout ce qui se passe. Moi, je pense que c'est Dieu qui tient la vie de chacun de nous. Donc, franchement, je ne me préoccupe pas de ce genre de questions. Je me dis qu'il faut que les Ivoiriens se lèvent pour leur pays. À côté de l'ARDH, nous savons aussi que il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui existent en Côte d'Ivoire. Dites aux téléspectateurs quels sont vos rapports avec, je vais dire, la LIDO et plein d'autres organisations de société civile de lutte contre le droit, pour le droit de l'homme. Quels sont vos rapports? On n'a pas de rapport particulier. En fait, toutes les fois que nous organisons quelque chose, même au lancement de l'ARDH, on a invité tout le monde. En constituant même l'ARDH, on a invité tout le monde. Personne n'a répondu. Au lancement de l'ARDH, on a invité tout le monde. Personne n'a répondu. On se dit que chacun a sa ligne, chacun fait son travail. Et puis c'est tout. On avance, quoi. D'accord. Et je voudrais vous demander le cas du pasteur Israël Angouran et du jeune cantonois qui ont été arrêtés et incarcérés sans jugement depuis et nous n'avons aucune de nouvelles de cela. Est-ce que vous pouvez nous donner un tant soit peu des informations sur ces deux personnes-là arrêtées arbitrairement et injustement? Franchement, je n'ai pas de détails précis actuellement. Comme tout le monde, j'ai appris leur cas sur la toile. Je serais bien heureuse que leurs proches nous approchent pour mieux nous expliquer la situation. Vous savez, depuis qu'on a commencé, on est tellement débordés que ce n'est pas facile. Donc, je prierai leurs proches de se rapprocher de nous pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Sinon, je déplore que ces personnes-là soient emprisonnées rien que parce qu'elles se sont exprimées. Au vu de ces cas que nous venons de citer, est-ce que au-delà des manifestations normales que vous organisez tout le temps, est-ce que vous approchez aussi d'autres officines, je veux dire, d'autres ambassades, d'autres diplomaties, afin d'interpeller ceux-là qui sont présents sur le sol ivoirien et qui voient tout ce qui se passe et qui ne disent rien? Est-ce que vous savez une fois approcher ces officines-là pour vous faire entendre à ce niveau-là? Vous savez, les chancelleries jouent leur rôle, hein, ils sont plus ou moins complices, ils savent tout ce qui se passe. Hein. Nous, pour tout ce qu'on a fait,
on a toujours écrit aux chancelleries. À ce jour, il n'y a que l'ambassade de Russie et celle d'Allemagne qui nous ont, l'ambassade de Russie nous a reçus, celle d'Allemagne a voulu nous recevoir, mais nos programmes ne concordaient pas. Celle de Belgique a une fois aussi répondu à nos sollicitations, mais les autres regardent, et moi je pense que tout ça devrait nous encourager à lutter davantage. Parce que nous connaissons tous l'histoire de notre pays aujourd'hui. Même quand on est analphabète en Côte d'Ivoire, on connaît le rôle de la communauté internationale dans tout ce qu'on a vécu. Donc, à la limite, on ne compte pas trop sur elle. C'est à nous de lutter pour nous-mêmes. Ils suivront après. Nous revenons à la fameuse marche du 19 décembre qui a été annulée, sinon interdite par les autorités. Vous pouvez nous donner plus d'informations sur l'organisation même de cette marche et si elle était annulée et comment vous entrevoyez pour la future marche que vous comptez programmer pour le 19 janvier. Et une question subsidiaire, pourquoi le gilet orange? Pourquoi le gilet orange? Pourquoi le gilet orange? Ok, je vais commencer par la première question. En fait, lorsque nous nous sommes constitués, comme vous avez pu le remarquer, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs organisations des droits de l'homme et il y a beaucoup de choses que nous décrions sur Facebook et dans les journaux. Donc nous nous sommes dit, pour faire un peu la différence, il fallait que nous élaborions un rapport sur les victimes que nous défendons. Nous avons créé l'ARDH le 13 septembre 2018 et donc nous sommes mis à élaborer le rapport trimestriel que nous avons achevé fin novembre 2018. Donc, lors de la cérémonie de publication de ce rapport le 11 décembre, c'est là que nous avons annoncé cette marche des gilets oranges. Le même jour, nous avons adressé un courrier au préfet d'Abidjan et au préfet de police pour leur demander d'encadrer notre marche. C'était le mardi 11 décembre. Le 13 décembre, la préfecture d'Abidjan nous convoque. Oui. Nous allons là-bas, on nous demande de surseoir à notre marche. Nous, on leur a répondu que ce n'était pas pour le plaisir que nous voulions marcher, c'est parce que nous avons des problèmes. Oui. Donc, si on veut qu'on ne marche pas, qu'on trouve des solutions aux problèmes que nous posons, c'est aussi simple que cela. Tout à fait. Il dit non, bon, les problèmes, ça se règle dans le temps. On dit, mais justement, il y a certains problèmes même qui datent de plusieurs années, ça n'a pas été réglé. Donc, il faut qu'on nous dise quelque chose. Ensuite, on n'a même pas besoin d'autorisation, en fait. On n'a pas demandé une autorisation. Nous, on a informé, parce que nous savons que c'est un droit constitutionnel. On a informé les autorités qu'on marche, c'est de leur devoir de nous encadrer. Ils disent que non, ils ont déployé la police pour aller sécuriser les établissements afin que les élèves ne se mettent pas en vacances. Mais on a pu tous constater qu'il y a quand même des élèves qui se sont mis en vacances. Donc moi, je leur ai dit, dans ce cas, si nous tenons à marcher, j'espère que vous n'allez trouver aucun élément pour venir nous réprimer. Donc, on a passé 2 heures à discuter, à faire un dialogue dessous. À la fin de la discussion, on nous a tendu un courrier officiel où c'est marqué en objet interdiction de manifestation. Bon, c'était le jeudi. Oui. On avait réunion mardi. Moi, j'étais tellement énervé. Quand je suis sorti de là, j'ai écrit au préfet d'Abidjan pour lui dire de lever son interdiction parce que nous, on n'a pas besoin de son autorisation et c'est son devoir de nous encadrer. Deuxièmement, les éléments qu'ils ont évoqués, les arguments qu'ils ont utilisés relevaient du mépris dont nous nous plaignons. Oui. Nous, on a des problèmes d'existence, des problèmes par rapport à nos droits élémentaires, et puis on nous oppose des perturbations de circulation, on nous oppose les fêtes de fin d'année, le fonctionnement de l'administration des activités économiques. Le circuit qu'on a choisi pour la marche est tellement court qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre que c'est quelque chose de symbolique. Quand on part du carrefour de l'Indigné au palais de justice, Oui. en 15 minutes, c'est clé. Et sur le chemin, il n'y a rien à casser. Donc, s'ils nous encadraient, c'était une affaire de 45 minutes, 1 heure, mais on aurait vu quand même la marée orange. Ça aurait parlé à la conscience de ceux qui en ont. D'accord. C'est tout ce que nous on plaît. Ils ont refusé. Bon, après, on s'est dit, nous sommes une organisation citoyenne. Il y a tellement de suspicions dans ce pays-là. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on veut faire autre chose. On va montrer
qu'on est respectueux des valeurs citoyennes. Donc, on va reporter la marche. C'est pour ça qu'on a dit le 19 janvier, là, on marche ou on marche. Parce que je ne sais pas quels arguments ils vont aller chercher encore. On a pris un jour non ouvrable. C'est après les fêtes. Bon, on verra bien leur bonne foi. Ok. Ben, vous-même, vous saviez que en projetant cette marche-là, vous devriez savoir, bien, vous saviez que les autorités allaient annuler cette marche parce que toutes les marches qui ont été préconisées ou bien projetées sur le territoire ivoirien ont été sinédines annulées. Et donc, Bon, jusqu'à présent, c'est plutôt les marches de l'opposition qui étaient refusées ou du moins interdites. Bon, nous, on a pensé que quand même, comme on est société civile, peut-être qu'on nous l'accorderait. On ne s'y attendait pas, franchement. D'accord. Et donc, voilà, c'est maintenant que nous réalisons que c'est tout le monde, quoi. On veut bâillonner. Et quelle organisation que vous projetez mettre en place pour la fameuse marche du 19 janvier, puisque vous parlez de la marée orange. Oui. Et quand nous savons qu'une marée, c'est un nombre fou, sinon de milliers de personnes, de milliers de citoyens sortis. Et donc, oui, c'est ce qu'on espère. Voilà. Et donc, quelle stratégie vous comptez mettre en place pour pouvoir permettre aux citoyens de se sentir concernés par cette marche qui est pour eux également, parce que ça interpelle les autorités publiques sur les conditions de vie des citoyens ivoiriens. Tout à fait, tout à fait. Cette question m'emmène à répondre à l'autre question qu'on avait laissée en suspens. Le premier point de notre stratégie, c'est justement les gilets. Parce que tout le monde a vu à la télé les gilets jaunes. Normalement, quand on dit gilet, désormais, les gens devraient savoir qu'on attend une marée. C'est un peu ça l'esprit aussi d'avoir choisi les gilets. C'est pour dire, interpeller chaque Ivoirien de façon individuelle sur sa responsabilité par rapport aux problèmes collectifs. D'accord. Et voilà. Et donc, on ne peut pas ici déballer toute notre stratégie, mais une chose est sûre, avant le 19, nous allons faire beaucoup de communication. D'accord. Beaucoup de communication. Cela m'amène à rebondir sur une question d'un flyer qui nous, en fait, d'un Facebooker qui nous suit. Il se prénomme Le Parent. Il dit, dans le but de consolider les actions de la société civile, quelle stratégie développe l'ARDH pour capter le rôle stratégique de la diaspora, c'est-à-dire les Ivoiriens de l'étranger? Quelle stratégie développe la RDH pour capter le rôle? Je sais pas ce qu'il veut dire par le rôle, mais je veux dire par chose comme on appelle la stratégie des Ivoiriens à l'étranger. Nous, on a besoin d'abord de ceux qui peuvent se déplacer le 19. Donc, pour lever le voile sur un pan de notre stratégie, nous allons aller vers tous les citoyens, tous les groupes, toutes les organisations. On est citoyen avant d'être militant d'un parti politique. Tout à fait. On est citoyen avant de militer dans une organisation quelconque. Oui. Donc nous allons aller vers les partis politiques, vers les centrales syndicales, vers les syndicats, vers les organisations des droits de l'homme, toutes les organisations. On va aussi à travers les réseaux sociaux et les journaux chercher à toucher individuellement les Ivoiriens. On va organiser des porte-à-porte. On va parcourir tous les parlements pour parler aux Ivoiriens. On fera en tout cas tout ce qu'on peut pour communiquer. Donc, la diaspora peut nous aider si elle est d'accord avec ce combat en sensibilisant également. Moi, je pense que c'est le plus grand service que la diaspora pourrait nous rendre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de pouvoir créer une section au niveau de la diaspora pour que la diaspora se saisisse aussi de cette affaire? Pourquoi pas? Voilà. Vous là-bas, vous avez un minimum de liberté d'expression. C'est une très bonne idée qu'on va explorer. Pourquoi pas? On n'y avait pas pensé sincèrement, mais je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Au moins, si on nous empêche de marcher le 19, la diaspora peut aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Par exemple. Une question que je me pose et qui me surprend.
nous remarquons la difficulté de la vie du citoyen ivoirien. Et lorsque une organisation de la société civile comme la vôtre se lève et qui prend tous ces défis-là sur elle afin de pouvoir le montrer au grand jour, nous ne comprenons pas pourquoi les Ivoiriens ne s'auto-saisissent pas de cette affaire-là, ils se mettent tout ensemble parce que pour cette marche-là, vous étiez aux côtés des gens de la CICOJ, c'est-à-dire des anciennes maisons les maisons coloniales. Voilà, les logements coloniaux, que ce soit ceux de Cocody, de Treichville, d'Adjamé et autres. Normalement, ces citoyens, ces habitants-là devraient être présents dans ce genre de marche, d'événements. Mais apparemment, à vos côtés, on remarque plus les gens qui sont dans d'autres organisations que ceux-là même qui sont concernés par ces véritables problèmes. Vous savez, l'Ivoirien a un problème. Les gens politisent tout. Et ils le font vraiment, je m'excuse du terme, mais un peu bêtement parfois. Oui. Il y a une catégorie d'Ivoiriens qui n'est d'accord qu'avec ce que son parti politique fait. Et ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire que si on se lève, nous, en tant qu'organisation de la société civile, pour tous les problèmes des Ivoiriens, tant que leur parti politique n'a pas donné un mot d'ordre pour leur demander de se joindre à ça, ils ne le feront pas. Et pourtant, dans leur salon, dans leur maquis, dans tout ce que vous voulez, ils se plaignent. Oui. Donc ça, là, franchement, je pense qu'il y a une question de responsabilité aussi. Quoi. Parce que, il y a une autre catégorie qui voit tout en rivalité, en termes de rivalité. Oui. Nous, on n'a empêché personne de prendre les initiatives que nous prenons aujourd'hui. C'est parce que justement, on les attendait des autres, on n'a pas vu comme nous, on s'est levé. Si les autres le faisaient, pourquoi on le ferait? Donc aujourd'hui, si nous, on a eu le courage de nous lever pour faire ça, en tout cas, celui qui aime vraiment son pays devrait dépasser certaines considérations pour se dire, tiens, voilà une opportunité de nous unir contre nos maux. Mais ça aussi, comme je le disais tantôt, c'est une question de responsabilité. Tout à fait. Donc la question est vraiment bienvenue. Et puis il y a des gens qui pensent qu'on est dans une lutte de positionnement. Moi je dis qu'ils sont ridicules. Parce que c'est plutôt des risques que nous prenons. Positionnement par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tout ce que nous décrions là, ceux qui devraient nous positionner là, c'est contre eux que ça se fait. Donc, il faut que les gens apprennent à dépasser leurs petites personnes, à dépasser toutes leurs appartenances quelconques pour privilégier la Côte d'Ivoire. Et si on arrive à privilégier la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que le 19, on n'ait pas une marée orange. Donc, bon, c'est chacun d'apprécier la situation. Dans tous les cas, nous, on fera ce qu'on a à faire. Tout à fait. Cela aussi amène à poser la question de la légitimité. Parce que plus vous êtes porté par le citoyen qui se sent concerné par le combat que vous menez, plus vous avez la légitimité. Mais en vous-même, ou avec vos amis, quand vous portez les revendications des Ivoiriens et que personne ne vous suit, cela sous-entendra, bien sûr, que vous le faites pour vous-même, puisque personne ne vous soutient dans vos actes. Est-ce que cela ne vous amène pas souvent de fois des découragements et vous amener à baisser Aucunement. L'ARDH est d'abord composée d'organisations de victimes. Et ces victimes-là, tant que leurs problèmes subsisteront, on continuera de lutter. On n'a pas besoin de l'aval de tout le monde pour lutter pour nos problèmes. Maintenant, on a en Côte d'Ivoire des organisations de consommateurs qui ne jouent pas leur rôle. Et ça, je le dis haut et fort. D'accord. Allô? Allô? Je pense que Mme Balé Pulchéry vient de recevoir un coup de fil. Oui? Voilà, c'est ce que je pensais. Donc je disais, on s'est dit, mais pourquoi nous n'ajoutons pas à tous ces problèmes-là, les problèmes d'ordre général? Parce que ça aussi, c'est important. Quand vous voyez que chacun a sa facture, la taxe pour l'électrification rurale n'est pas la même sur toutes les factures, la taxe pour les ordures ménagères non plus. Et c'est des taxes qui augmentent au gré des factures. Personne ne réagit. Personne ne réagit.
Et il y a plusieurs problèmes comme ça. On augmente le carburant. Il y a les pénuries d'eau potable. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'insécurité. Il y a la caporalisation des médias d'État. Il y a la violation de la liberté d'expression. Les deux cas dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce n'est pas digne d'un pays normal, ça. Donc, nous ne sommes pas dans un pays normal. Et personne ne proteste. On ne proteste pas pour protester, mais moi je pense que quand les problèmes deviennent beaucoup trop nombreux et qu'on est oppressé, il y a lieu de réagir. Il y a lieu de réagir. Donc nous pensons que, en fait, les Ivoiriens, au fil des communications, comprendront que ce que nous sommes en train de faire, c'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt de notre pays. Et je pense qu'avec le temps, la majorité finira par se rallier. Il y a plein de gens sur Facebook qui ont réagi négativement, mais quand on leur raisonne, ils arrivent à comprendre. Bon, certains le font par mauvaise foi, ça c'est leur problème. Mais pour ceux qui arrivent à comprendre, moi je pense que après on pourrait quand même avoir la majorité. Et nous croyons en ce que nous faisons. Rien ne peut nous décourager. Vraiment rien. En vous entendant, on peut allègrement dire que la société ivoirienne est vraiment politisée à telle enseigne que même ses propres problèmes ne sont pas leur premier souci. Le premier souci, c'est de défendre leur parti politique. Et ça, c'est un de nos mots fondamentaux. C'est très grave. Les gens sont tellement attachés à leur parti qu'ils ne réfléchissent plus. Si le parti dit que quelque chose est mauvais, même si c'est bon, c'est mauvais. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est comme ça ici. Les gens voient tout en termes de parti. Même les gens qui soutiennent le parti au pouvoir, quand on dit que les factures là sont trop chères, ça nous concerne tous. Tout à fait. C'est pas une question de parti politique. Les maisons qu'on a détruites pour les déguerpis, là, on n'a pas demandé à chacun son appartenance politique, quelque chose, avant de casser sa maison. Donc, les problèmes que nous défendons sont au-delà de toutes ces appartenances-là. C'est au-delà des personnes. C'est pour cela que je parlais la dernière fois à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un problème de personne. Il s'agit du problème des Ivoiriens. Il s'agit du peuple qui souffre et qui a besoin que véritablement les dirigeants arrêtent d'opprimer le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de partis politiques. Donc, pour cela, il faut une stratégie d'éducation de la masse, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, quelles sont les perspectives à ce niveau-là? Quelles sont vos perspectives en matière d'éducation de la masse afin que chaque Ivoirien puisse comprendre le bien fondé du combat que vous menez? Déjà, avec le FORCI, nous avons couplé nos campagnes de sensibilisation avec des formations aux valeurs démocratiques et citoyennes. Parce qu'il y a un minimum que les gens ignorent. Par exemple, quelqu'un va te dire pourquoi un doula vient se présenter dans sa région. Selon la Constitution, c'est possible. Tout à fait. Selon la Constitution, c'est possible. On n'empêche personne d'aller se présenter où il veut. Donc, il y a des choses que les Ivoiriens ignorent qu'on doit leur enseigner pour les délivrer de certaines passions inutiles et nocives. Malheureusement, c'est une question de moyens. On l'a fait là où on a pu, on le fera tant qu'on le peut, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Là, par exemple, pour nos membres, au mois d'octobre, on a formé tous nos membres au rôle de la société civile, au moins qu'eux, ils sachent ce qu'ils font et où ils vont. Et ça leur permettra aussi de mieux répondre aux besoins des populations. Sinon, une chose est sûre, c'est que vraiment la population ivoirienne a grand besoin d'être éduquée sur les valeurs démocratiques et citoyennes. Si ce n'est pas une éducation, parce que éduquer, ça suppose que les gens avaient des prérequis, ce qui n'est pas évident du tout. Tout à fait. Mais est-ce que cela, pour une proposition concrète, est-ce que, parlant d'éducation de la masse, des choses comme on appelle aux valeurs citoyennes, est-ce que vous ne pourrez pas concocter un projet avec l'éducation nationale afin de commencer là où il y a plus de masse à l'école? C'est bien tout ça, mais vous savez, le pouvoir a sa société civile. Vous voyez, quand on a commencé à travailler, on était allé voir certaines institutions qui financent la société civile. On dit, nous, on veut travailler. Oui. Allô? Et sur la réconciliation, on dit, non.
toutes les institutions ont leurs lignes. Ils définissent des lignes budgétaires par rapport à leurs priorités. Et aujourd'hui, leurs priorités... Un problème de connexion. Encore, elle a été appelée. Allô? Oui, oui. Est-ce que j'ai reçu un appel? Oui, oui, c'est ce Donc, que je veux. les priorités sont autres que les nôtres. Donc, si nous demandons aujourd'hui à faire un projet avec l'éducation nationale, elle préférerait aller faire ça avec sa société civile. Il n'y a pas de démocratisation même de la société civile en réalité. Les gens ont leur société civile, ils travaillent à leur société civile. Nous, on travaille sur fonds propres, on fait ce qu'on peut pour nos concitoyens. Sinon, c'est une bonne idée, hein, mais pour que tu proposes un projet à quelqu'un, il faut qu'il consente déjà à t'écouter. Mais quand tu lui écris même et puis il ne répond pas, comment vous allez discuter de quoi? C'est un peu ça, quoi. D'accord. Et donc, toujours question de ce flyer qui nous dit la diaspora peut être le porte-voix de la lutte que nous menons ici au pays. Devrions-nous construire nos propres groupes de pression en son sein ou utiliser les groupes qui existent déjà? Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que nous devrions, au niveau du pays, créer des propres groupes, en fait, des groupes de pression où il faut que ces gens-là intègrent les groupes qui existent déjà, je veux dire. Bon, ça c'est chacun qui voit, hein. C'est chacun qui voit. Il ne suffit pas de créer des groupes, il faut que ces groupes-là travaillent effectivement. Déjà, au sein de la diaspora, il y a beaucoup de groupes qui sont là-bas. Certains sont inféodés aux partis politiques, d'autres se réclament de la société civile. Et nous regroupons en notre sein tous ceux qui sont épris de justice, qui veulent défendre les droits des autres et ceux qui se sentent victimes. Donc, moi, je pense que quand on veut être fort, il faut fédérer. Tout à fait. Nos capacités. Donc, créer de nouveaux groupes. Bon, celui qui veut, il peut essayer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux se mettre ensemble pour être plus fort. Plutôt que de créer de nouveaux groupes. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous avons ouvert cette plage de l'entretien du jour pour vous permettre de vous expliquer longuement afin que le citoyen de l'Hexagone ou de la diaspora comprenne votre démarche et s'en imprègne. Nous, vous donnons la parole pour vous exprimer et dire votre mot de chose comme on appelle de fin d'émission. Et vous pouvez dire tout ce que vous n'avez pas pu dire. Et voilà. Ok, merci. Est vraiment menacé, seconde crise post-électorale. Madame Bali, un instant. Vous pouvez reprendre parce que j'avais été appelé, donc ça a coupé la communication. Vous pouvez reprendre depuis le départ votre intervention de fin. Okay. Oui, j'étais en train de dire que c'est un appel que je lance à chaque Ivoirien pour dire que le pays est dans une situation vraiment difficile. Oui. Chris, sans recul, excuse-moi, je suis sur WhatsApp avec Madame Balé. Si je prends, je serai obligé d'interrompre la communication. Merci, s'il te plaît, tu peux raccrocher. Encore un appel qui a interrompu, un appel d'Angleterre. Il y a un ami dans chose comme on appelle qui voudrait poser une question. Et je ne sais pas s'il faut que je le prenne. Ben, si je le prends, je serai obligé de couper pour que toi, tu puisses, que je puisse t'appeler. Est-ce que tu suis actuellement le direct? Tu suis le direct? Non, je suis sur WhatsApp. Ben, mais pourquoi tu ne peux pas écrire sa question? Ben, c'est ce que je lui demande. Lui, il veut se faire prendre. Voilà, c'est ce que je... Chris, je ne peux pas décrocher. Je l'ai en interview direct sur le téléphone. Si je décroche, je serai obligé de couper. Donc, si tu peux écrire ta question, et nous n'allons pas durer plus d'une heure. 45 minutes suffirait parce que nous n'allons pas faire une émission d'une heure, 2 heures, ce n'est pas possible. Donc, tu peux poser ta question. Elle est toujours connectée. Elle va te répondre. Moi, je la lis, ta question.
Bon, ok, ce n'est pas la peine. Donc, Madame Balé, vous pouvez Oui. dire votre mot de fin. Voilà. Oui, donc je disais que je lance un appel à chaque Ivoirien pour dire que notre pays est dans une situation critique. Il n'y a que l'union et l'unité qui pourront nous emmener à sauver le pays de cette situation. Donc il faut que les gens dépassent leurs intérêts personnels pour privilégier la Côte d'Ivoire, pour privilégier le pays. La lutte que nous menons à travers l'AEDH est en principe dans l'intérêt de tous, tant par rapport aux problèmes d'ordre général que par rapport aux problèmes spécifiques des victimes que nous défendons. Donc, nous avons un devoir de solidarité. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tu te désolidarises des autres aujourd'hui, demain, qui te soutiendra quand ça sera ton tour? Donc, il serait bien que vraiment, par amour pour la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt supérieur de la nation, ils soutiennent l'AEDH et que ça ne s'arrête pas au 19 janvier. Ce n'est que le début de tout un processus de lutte pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, pour la justice en Côte d'Ivoire. Je remercie vraiment tous ceux qui nous soutiennent déjà et je prie que Dieu éclaire les autres. Vraiment, merci beaucoup pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je pense vous avoir pour vraiment pour une prochaine émission, mais vraiment de très brève, juste comme on appelle, dans pas longtemps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient vous poser des questions. Notre rôle, c'est de vous aider à communiquer, à expandre, à donner l'information qu'il faut aux autres qui n'ont pas pu et qui ne savent pas réellement les raisons qui vous amènent à poser ce genre d'actes. Et nous serons toujours disposés à vous aider dans la communication afin que vous atteigniez votre objectif. La Côte d'Ivoire en a besoin parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ses citoyens. La Côte d'Ivoire a besoin de ses citoyens dans de bonnes conditions. Nous vous remercions du temps que vous avez pris pour participer à cette émission en espérant vous. Merci. Voilà, merci à vous et en espérant vous revoir très bientôt. Merci et bonsoir chez vous. Ok, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Ok, bye. Je reviens sur le direct. Ami Flyer, je vous remercie de m'avoir suivi, même si vous n'étiez pas nombreux. J'ai eu beaucoup de difficultés techniques à concevoir cette émission. Je pense que la semaine prochaine ou dans pas longtemps, d'ici dimanche, je ferai une nouvelle émission, sûrement avec la même personne. J'aurai toute la latitude de parfaire la technique afin que chacun de vous puissiez participer à cette émission et poser en direct, poser vos questions en direct. Ça fera encore plus plaisir et ce sera encore plus agréable. Désolé de finir sur cette note. Vraiment, j'aurais voulu vous avoir et je vous présente encore mes excuses et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Je vous remercie et bonsoir chez vous.